Bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la suite de mon histoire. Comme vous le savez, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je vous partage tout mon parcours de mon enfance jusqu'à aujourd'hui être devenue coach en relation. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du divorce de mes parents, de tout ce que ça a un petit peu créé en moi et je vous ai fait également le parallèle avec ma première relation toxique. Et aujourd'hui, je vais reprendre exactement là où je vous ai laissé parce que la suite, c'est vraiment le moment où tout s'est accéléré. C'est le moment où j'ai commencé à perdre pied et aussi où la vie a commencé à me mettre sur un chemin bien particulier. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous expliquerais comment s'était terminée cette première relation toxique. Je crois qu'elle s'est terminée avant même qu'on exprime le mot fin. En réalité, elle s'est terminée le soir de trop. Le soir où il y a eu des coups de trop, des mots de trop, et que j'ai été propulsée malgré moi dans la réalité. La réalité, c'était lui qui me déposait dans un état second au pied de ma maison, la maison parentale, qui n'était plus vraiment chez moi à ce moment-là, puisque je n'y passais que pour prendre quelques affaires ou y déposer des affaires. Il me laissera devant chez mes parents, vêtue d'un simple legging et d'un débardeur, alors que c'était l'hiver, pieds nus, et mon corps tuméfié de coups. Il me jettera comme on jette un colis sur le trottoir. Il jettera tous mes sacs remplis de vêtements qu'il aura pris le soin de mettre dans le coffre en amont, à même le sol, sur un sol mouillé par la pluie. J'ai toujours cette sensation, 18 ans après, des pieds qui touchent le sol, des cailloux qui rentrent dans mes pieds, de mon corps qui n'a plus d'énergie, de ma tête qui ne peut plus réfléchir, de mon corps recroquevillé sur lui-même, qui ne peut plus bouger. Il fait nuit, il est tard, je ne sais pas où est mon téléphone. Je sais juste que je ne supporte plus ce que je vis, ni ce que je ressens. Je suis donc vulgairement déposée devant la maison de mes parents. Je sais juste que mon père n'est pas présent puisque sa voiture n'est pas garée devant la maison. Mais je n'ai la force de rien. Je suis assise à même ce trottoir où on m'a déposée. Et je ne sais par quel miracle, si, je sais pourquoi. Grâce à Dieu, mon voisin est là. Mon voisin est au téléphone, en pleine nuit, dans la rue. Il voit donc la scène de ce garçon qui me laisse sur le trottoir et qui repart avec sa voiture. Il s'approche de moi et il me dit « Lève-toi ». Et là, ceux qui ont connu malheureusement la violence vont savoir de quoi je parle. Je suis prise d'une envie de vomir tellement forte que je ne peux rien faire. Je ne peux concrètement rien faire et je me souviens juste de ma petite voix frêle qui lui dit je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'était tout ce qui sortait de ma bouche. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas vivre, continuer de vivre ce que je vivais. Il a essayé de me faire comprendre à plusieurs reprises qu'il fallait que je me lève de ce trottoir. Je me rappelle avoir froid, je me rappelle avoir mal partout. Et je me rappelle surtout me demander pourquoi je devais me lever. J'avais juste envie de rester à même ce sol et qu'on me laisse tranquille. Mon voisin a trouvé mon téléphone parmi toutes les affaires éparpillées au sol et m'a demandé de déverrouiller mon téléphone pour pouvoir appeler la personne responsable
de l'état dans lequel j'étais. Il y avait déjà plusieurs rumeurs qui circulaient sur ce que je vivais depuis plusieurs années. Sauf que moi, je prenais le soin de minimiser les faits. Et donc, quand il m'a trouvée sur ce trottoir, il a compris que c'était une réalité. Et voilà, je ne vais pas vous raconter tout dans le détail de ce qui s'est passé après, mais mon voisin a été pris d'une colère assez extrême. Il a réussi quand même à me faire me lever, aller me rafraîchir un petit peu chez lui et me donner le courage de passer la porte de chez moi pour aller frapper à la porte de mes parents, de laquelle, je vous le rappelle, je ne franchissais le pas que pour déposer des affaires, donc c'était très compliqué le rapport avec mes parents à ce moment-là. Donc mon papa n'était pas là, comme je vous le disais. Et j'ai pris le soin d'enfiler un sweat pour pas qu'on puisse voir forcément mon corps, dans quel état il était. Et j'avais un œil qui était particulièrement gonflé par un coup que je venais de prendre quelques heures avant. Là, je vais vous parler d'un passage qui a été assez... je dirais traumatisant, parce que ça m'est resté quand même très longtemps et j'en ai voulu beaucoup à ma maman. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est pour vous expliquer à quel point, par moment, il faut être vigilant dans ce que vos enfants traversent, dans ce que vos enfants vivent, pour leur construction. Il y a des moments où on se loupe en tant que parent. Et c'est pas du tout un jugement, c'est juste une constatation. Et je sais et je suis consciente que je vais faire exactement pareil. Ça, c'est un petit peu ma force aujourd'hui. C'est que j'ai cette conscience qu'il y a des choses que je vais louper. Et que ce sera juste la vie, c'est comme ça. Quand je vous disais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire différemment, parce qu'on a appris, parce qu'on a conscientisé, et donc on peut agir sur certains choix, certaines choses qu'on fait. Et il y a d'autres choses sur lesquelles on peut parfois faire des erreurs, entre guillemets. J'aime pas dire ça, parce que pour moi, ça représente pas des erreurs, mais on peut passer à côté de certaines choses sans le vouloir, parce que c'est juste notre timing de vie, ce qu'on expérimente individuellement, qui fait qu'on ne peut pas être présent à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé pour ma maman sur cette scène que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, avec ce que j'en ai appris de la vie et de comment ça fonctionne, je ne lui en veux plus du tout. Mais c'est vrai que sur le moment, ça a été très compliqué pour moi. Il faut savoir que mes parents étaient séparés déjà à ce moment-là, et que ma mère vivait encore dans la maison parentale, puisqu'ils avaient acheté une maison ensemble, donc il fallait vendre cette maison. Enfin, il y avait tout un tas de démarches à faire. Vous vous doutez bien que au bout de 24 ans de mariage, on ne se sépare pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, tout est un peu compliqué. Donc ma mère était en colocation avec mon père à ce moment-là, et elle dormait dans la chambre de ma sœur. Et donc quand j'ai trouvé la force d'aller toquer à la porte, ma mère a ouvert la porte, et en fait sa réaction, ça a été je pourrais pas vous redire les mots précis qui ont été dits, mais c'était quelque chose du genre qu'est-ce que tu fais là, tu fais chier, va te coucher. Et je venais de vivre une scène atroce en tant que... J'étais adolescente, en tant qu'adolescente. Et j'avais absolument besoin de ma mère. Et là, elle me demandait de juste aller dans ma chambre et de ne pas l'embêter. Elle n'a pas vu mon œil. Elle n'a pas vu mon œil qui était quasiment replié sur lui-même, hein, parce que je me suis levée le lendemain, j'avais la paupière qui avait passé par-dessus mon œil. J'avais l'œil au beurre noir, donc il ne se voyait pas visible à ce moment-là où elle ouvre la porte, mais
on voyait bien que j'avais pris un coup. Elle ne l'a pas vu. Et comme je vous le disais, je ne lui en veux plus aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de temps à accepter que de son côté, de sa fenêtre, comme on dit, elle vivait elle aussi des choses. Et même si on a tous tendance à se dire, et cette société nous pousse à croire qu'en tant que parents, il y a des erreurs, des choses qu'on ne doit pas faire, je vous assure qu'aujourd'hui, je suis parfaitement OK avec l'idée qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se louper. Selon ce qu'on vit, selon la manière dont on le vit, selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on expérimente, il y a des fois où on ne peut pas être là. Et c'était le cas de ma mère, et elle s'en est pas rendue compte. Parce que même pour vous dire, pour vraiment aller au bout des choses, je lui en ai reparlé des années plus tard, et elle était un peu dans le déni par rapport à cette scène, qui pourtant, moi, m'a profondément marquée. Mais je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas, je ne lui en tiens pas rigueur. J'ai conscience que de ce qu'elle vivait à ce moment-là, pour elle, c'était compliqué d'être là. Elle était en plein divorce, on était en pleine nuit, elle était très probablement en train de dormir au moment où j'ai toqué à la porte. Donc c'est un tas de choses mis bout à bout qui font que je comprends que parfois, on se manque. Ce n'est que donc le lendemain matin, une fois que mon père était rentré du travail, que mes parents ont constaté que j'avais des coups. Alors ce que ça me faisait, c'était des boules un petit peu partout, sur les bras. Et c'est que le lendemain matin, du coup, qu'ils ont vu ces coups et mon œil au beurre noir. Et mon papa m'a emmené directement déposer plainte. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la procédure lorsque vous avez des coups, c'est de faire constater vos blessures avant de déposer plainte. Sauf que nous, on ne le savait pas, donc on a eu le temps d'aller à la gendarmerie, de devoir retourner chez un médecin pour pouvoir faire constater les coups. Et dans tout ça, dans tout ce temps qui passe entre le moment où vous allez à la gendarmerie et le moment où vous allez retourner voir un médecin, vous avez 15 fois le temps de vous refaire le scénario et de vous dire est-ce que je dois vraiment le faire ou pas le faire. Surtout quand vous êtes sous emprise, je peux vous assurer que vous avez très clairement le doute, vous avez peur et vous n'êtes pas du tout au clair dans votre esprit sur ce que vous devez réellement faire ou pas faire. Alors pour ma part, à l'époque, j'ai fini par décider de ne pas le faire. Il me semble qu'on avait posé une main courante, je crois que c'était ça, j'ai un doute. Mais en tout cas, je n'avais pas déposé plainte et je sais que ça reste une parole facile à dire comme ça, mais je vous encourage, si vous êtes victime de violence, d'aller jusqu'au bout, de ne pas vous laisser faire parce que vous voyez bien ce qui se passe. Surtout tout ce qu'on entend autour de nous au travers des violences conjugales. Il ne faut pas laisser ce genre de choses s'installer et il ne faut pas laisser la possibilité à l'autre de nous atteindre encore plus davantage. Finalement, cette histoire-là, vous l'aurez deviné, c'est terminé parce que je n'ai plus le choix, parce que tout était découvert, donc j'étais un peu mise face au mur. Et forcément, mon entourage n'allait pas me laisser vivre ça. Et sur ça, j'ai été bénie. J'ai eu un entourage proche qui dès lors où ils ont été informés de ce que je vivais, ont pris toutes les mesures et toutes les précautions pour que je puisse sortir de tout ça. Donc bien sûr, l'emprise psychologique, elle était installée. Donc vous vous doutez bien que ça a été orné de tentatives de fuite de la maison à plusieurs reprises. J'ai été toute jeune permis, j'avais une voiture en plus en commun avec cette personne. Donc c'était très compliqué parce que, comme je vous le disais, mes parents étaient en plein divorce. Et je me rappelle de scènes où effectivement j'essayais d'échapper de la maison, donc de partir en pleine nuit pour le rejoindre. Et oui, on en est à ce point-là quand on est sous emprise, même si on s'est fait déjà taper plusieurs fois. Et en fait, mon papa ne dormait plus. Mon papa ne dormait plus. Alors, il y a eu un moment, une période où ma mère n'était plus à la maison, où elle avait trouvé du coup un appartement, et où je vivais seule avec mon père. Donc, cette période-là,
précisément où je me suis retrouvée à vivre dans le pavillon avec mon père. C'était une vraie période justement de transition, de ce moment où l'histoire se terminait mais j'arrivais pas, j'étais sous l'emprise, j'avais besoin de continuer d'échanger avec cette personne. On avait les téléphones portables, donc c'était facile de s'envoyer des messages, de vouloir encore être avec cette personne. Et j'ai eu un papa formidable à ce niveau-là, qui a surveillé mes moindres faits et gestes, qui s'est retrouvé à plusieurs reprises à devoir revenir me chercher. Par la peau des fesses, comme on dit, mais en tout cas qui n'a pas lâché. Qui n'a pas lâché et qui a tout fait pour que ça s'arrête. Alors j'ai su, après de nombreuses années, en discutant aussi avec ma mère, que ma mère avait participé au fait que ça s'arrête. Je le voyais pas sur le moment parce qu'elle n'était pas là, donc c'était compliqué de pouvoir objectivement et concrètement savoir qu'elle a contribué au fait que je puisse arrêter cette histoire. Mais donc elle avait eu des échanges avec la maman de ce garçon et elle avait fait aussi en sorte que je puisse sortir de tout ça. Dès lors où tout ça a été pris en main, c'est là que ça a commencé, le vide total. Les premières crises d'angoisse, les nuits à pas dormir et le mode survie. Et là, je vais vous parler d'une partie un petit peu plus sympa de l'histoire. C'est que quand vous vivez des épreuves, quand vous êtes éprouvé, Dieu met sur votre chemin des petits anges. Il vous met des personnes qui vont vous aider dans votre évolution personnelle, qui vont vous aider à cheminer, à mieux vous comprendre, qui vont vous aider à passer ces épreuves. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand vous êtes éprouvé, accrochez-vous. Parce que chaque chose, chaque personne qui est mise sur votre chemin est là pour vous donner un sens, pour vous donner une voie. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Et là, je vais vous parler de ma belle-mère, du coup, qui était la nouvelle compagne de mon papa, puisqu'ils étaient séparés du coup depuis maintenant quelques temps avec ma maman. Et mon père a rencontré cette femme. Je vous explique pas comment ça s'est fait, mais ça aussi c'était dingue. Donc elle est arrivée vraiment quand j'étais en cours de processus d'essayer de me sortir un petit peu mon ex de ma tête. Et comme je vous l'expliquais juste avant, ma maman n'était plus présente, en tout cas physiquement, parce qu'on la voyait très peu. Et on avait pris de la distance parce qu'elle avait pris un appartement. Donc il faut savoir que nous, à ce moment-là, que ce soit moi et ma sœur, la seule chose à laquelle on aspirait, c'était que notre papa soit heureux. Et quand on a su qu'il avait rencontré cette femme et qu'il était bien, pour nous c'est tout ce qui comptait, puisque comme je vous l'expliquais dans les anciennes vidéos, on avait vraiment mis notre papa sur un piédestal. Notre maman, on la voyait un petit peu comme la personne qui avait cassé la famille. On la voyait pas de façon objective, de toute façon. On la voyait avec notre vision du monde, aux âges qu'on avait. Donc ça a été un petit peu une évidence. Ma belle-mère, on l'a très rapidement acceptée. C'était, de toute façon, l'essentiel pour nous, c'était que mon père soit bien. On voyait qu'il était bien, donc pour nous, c'était le principal. Donc on l'a très rapidement rencontrée. Ça s'est très bien passé. Elle avait connu sur la fin de l'histoire, elle avait connu déjà mon ex. Elle l'avait déjà vu. Donc elle avait un petit peu suivi l'histoire. Et donc elle a été vraiment très très présente à ce moment-là où justement il y a eu ce processus de deuil de l'histoire. Et rapidement auprès de moi, elle a pris un rôle qu'elle n'a pas demandé, la pauvre. Elle a pris le rôle d'une seconde maman, en fait. Elle s'est positionnée à agir pour moi, une jeune femme qui s'était complètement perdue à cette époque-là. Et elle a été là, écoute après écoute, crise après crise. Elle m'a vraiment soutenue. C'est grâce à elle que j'ai fait toutes mes démarches pour pouvoir aller vers le mieux-être. Notamment, c'est elle qui m'a accompagnée à mon premier rendez-vous de dermatologue, puisque comme je vous le disais, je tartinais ma peau et il n'y avait pas 1 centimètre de surface qui n'avait pas de fond de teint. Donc je tartinais ma peau de maquillage, ma peau allait clairement très très mal. J'avais de l'acné partout sur le visage. Vraiment,
vous savez, le mal-être se voyait et se reflétait physiquement en moi. Et ma belle-mère a pris tout ça en main. C'est elle qui a pris mon premier rendez-vous chez le dermato pour m'y amener, pour pouvoir soigner ma peau et pour, voilà, tout simplement avancer. Vous savez, dans la vie, on ne choisit pas réellement ce qui va nous élever, ce qui va nous faire grandir, qui va nous faire grandir. Ça, on ne choisit pas et ça, je l'ai bien compris. Y a parfois des moments de vie où on se retrouve face à des gens qui vont nous aider, où on n'aurait peut-être même pas pensé qu'ils auraient pu nous aider, mais ils vont le faire. Et c'est cette personne qui a été chercher à comprendre ce qui se passait en moi, alors que moi-même, je ne comprenais pas. Et pour moi, à cette étape-là de ma vie, mon équilibre, c'est un peu elle. Et je la remercie, je sais que tu regardes mes vidéos, je te fais des gros bisous et je t'aime. Voilà, cette personne, elle a vraiment contribué au fait que j'ai eu des moments où ça allait mieux, des moments où ça allait moins bien, mais en tout cas, dans les moments où ça allait mieux, c'était vraiment en grande partie grâce à elle. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai complètement basculé. Et parce que quand on passe par ce genre d'histoire-là, c'est des phases de mieux, des phases de moins bien et des phases de beaucoup, beaucoup moins bien. Et là, j'ai complètement basculé dans le très très bas. Que quand on vit ça, on a une douleur qui est à l'intérieur de nous et que même si on a envie de toutes nos forces que ça aille mieux, même si on a vraiment l'envie de se battre, moi je l'avais très profondément, parfois cette douleur, elle prend le dessus et elle vous met clairement à terre en fait. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop fort et vous avez beau vouloir de toutes vos forces que ça aille mieux, parfois c'est la douleur qui prend le dessus. J'ai vraiment cru à un moment donné que ma vie, elle avait pas de sens, que ce que je ressentais, c'était beaucoup trop douloureux pour que je puisse réussir à vivre avec. Et donc, il y a eu ma première tentative de suicide. Et je pense que c'était le début de tout le processus médical qu'il y a eu autour de moi. Je crois réellement que ce soir-là, ce que je ressentais, c'était réellement de la souffrance. Je crois que j'avais réellement envie que tout s'arrête. Mais je crois par-dessus tout que ce que j'avais vraiment et réellement envie, c'était qu'on me voie. J'avais envie que la terre entière sache que je souffre, sache que j'ai mal et trouve une solution pour que je n'ai plus mal. Aujourd'hui, les tentatives de suicide, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Et je peux vous dire que quand on en arrive là, c'est soit qu'on a encore espoir que les gens trouvent des solutions pour nous, et donc c'est une alerte, ou soit qu'on est arrivé justement à la conscience que plus personne ne peut rien pour nous. Je me permets de vous donner un petit conseil en rapport à ça. Si vous vivez avec des personnes souffrantes qui sont suicidaires autour de vous, je vous recommande de ne pas minimiser les faits, de ne pas minimiser le fait que qu'importe combien de fois ils ont réitéré et que c'était peut-être dans l'unique but de vous alerter, de vous dire que ça va mal, ne minimisez jamais et ne les faites pas culpabiliser de passer à l'acte, même si ça paraît être un geste très égoïste. La douleur et la souffrance dans laquelle ils sont, je vous assure que la seule chose qu'il faut faire, c'est être à leur côté, leur montrer que vous êtes là, le plus possible, s'il vous plaît. Parce que, par la suite, je vous expliquerai aussi d'autres choses, mais je connais vraiment ce sujet et il faut être présent pour ces personnes-là. Tout ça m'a mené forcément à ma première séance de psy, puisque dès lors où vous passez à l'acte, vous êtes pris en charge par l'hôpital. D'ailleurs, c'est aussi une info importante. Sachez que si vous avez des personnes souffrantes psychologiquement autour de vous, vous pouvez les emmener vers l'hôpital et vous pouvez être prise en charge de façon totalement gratuite si vous êtes dépressive, si vous avez vécu des tentatives de suicide, des choses comme ça. Il faut amener les personnes à aller vers l'hôpital. L'hôpital peut vous prendre en charge sur le plan psychologique, vous amener vers des psys et un suivi régulier. Le premier psy que j'ai rencontré, forcément, c'était à la suite de cette tentative de suicide.
J'ai eu le sentiment d'être un dossier à analyser. J'ai pas tout compris tout de suite du fonctionnement. Je vous avouerai que mes premières séances de psy, j'y comprenais pas grand-chose. Je savais pas du tout comment il fallait que je parle de moi, ce qu'il fallait que je dise, par quoi il fallait que je commence. Et j'avais presque honte d'être devant un psy parce que je comprenais pas. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de honte à justement ne pas comprendre. Parce que c'est souvent le cas, les premières fois qu'on va chez le psy, on a tendance à se dire mais qu'est-ce que je vais lui dire, par quoi je vais commencer, où je vais aller. Donc déjà d'une, sachez que c'est le professionnel qui va vous guider. Si le professionnel est suffisamment approprié à votre pathologie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, et s'il est à même de pouvoir vous aider, il saura vous guider et vous donner la direction des choses à prendre. Ça, c'est une première chose. Et surtout, sachez qu'il existe vraiment une multitude de thérapies différentes. Tous les professionnels ne vont pas forcément vous correspondre. Toutes les thérapies ne vont pas forcément vous correspondre, les méthodes. Donc, faut prendre son temps. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Je me suis dit, je vais quand même faire confiance, même si je ne sais pas trop ce que je dois dire, ce que je dois faire. J'y suis allée un petit peu au feeling, hein, je ne vous le cache pas. Avec des jours où j'y allais, où je m'asseyais et je ne savais pas quoi dire. Où j'étais parfois complètement perdue, même encore plus quand je sortais de la séance que quand j'y rentrais. Et je crois que c'est le processus normal. C'est que la thérapie, ça soulève quelque chose, ça déracine en fait. Et plus vous allez y aller, plus vous allez peut-être comprendre des choses que vous auriez peut-être pas pensé, que vous auriez pas soulevé si vous n'aviez pas été suivi. Et encore une fois, je me disais, bon, j'y vais, je sais pas trop pourquoi, mais il doit sûrement y avoir une raison. C'est aussi dans ces moments-là, justement, de vie, que parfois vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui font partie de ce cheminement autour de vous, plus ou moins proches. Tout à l'heure, je vous parlais des petits anges qu'on met sur votre chemin. Mais il y a aussi des personnes qui vont avoir un rôle bien spécifique, un rôle clé, que vous n'allez pas voir tout de suite, que vous allez pouvoir constater que beaucoup plus tard, parfois des années après, que vous allez comprendre pourquoi ces personnes étaient là à ce moment-là. Pendant toute cette période, hôpital, rendez-vous médicaux, psy, etc., j'avais quelques copines sur qui compter. Et j'avais surtout une force, c'était mes 2 cousines. Alors, l'une de mes cousines était la fille de la sœur de mon père, qui est décédée. Et je dis était puisque ma cousine également est décédée. Donc elle et sa maman, ma tata. Je vais vous en parler de toute façon par la suite puisque c'est étroitement en lien avec ce que je fais aujourd'hui, sur le plan spirituel surtout. Et l'autre de mes cousines, c'est la fille du frère de mon père, qui est également décédé. Alors, quand je dis est aussi décédé, je parle de mon tonton. Donc là, dans les personnes que je vous ai citées, il y a une de mes cousines qui est décédée, ma tata et mon tonton. Et je suis aujourd'hui toujours très proche de la fille du frère de mon père, qui est clairement ma meilleure amie, mon pilier, tout le temps, toutes les trois cousines ensemble, et qu'on partageait tout sur le plan justement de nos vies affectives, ce qu'on vivait à nos âges de jeunes adultes. On partageait énormément de choses, et quand je vous disais qu'il y a un vrai lien entre justement ces décès des personnes proches de ma famille et ce que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ces personnes-là, elles sont parties pour une mauvaise gestion de leur douleur, une mauvaise gestion de leurs émotions. Et quand je dis mauvaise, c'est pas dans le sens où elles s'y sont mal pris pour pouvoir les comprendre, c'est tout simplement qu'elles ne les comprenaient pas. Et aujourd'hui, ce que je fais moi, tout ce que j'ai appris de la vie, de mon expérience, me permet de pouvoir vous faire comprendre, à vous qui ne comprenez pas, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et c'est clairement une mission de vie, et je sais qu'aujourd'hui, je dois briser les schémas de ma famille.
Ce que je partageais avec mes cousines, c'était clairement, vous savez, cette sensation de ne pas avoir besoin de beaucoup parler pour qu'on vous comprenne. Ça a été vraiment mes piliers, les filles sur qui je pouvais compter quand ça n'allait pas, juste envoyer un message, écoutez, ça va pas très bien, bon ok, on se fait une sortie, on se fait un truc. C'était vraiment mon soutien. Et j'ai partagé avec elles des moments d'une simplicité telle qu'en fait c'était juste ce moment d'être ensemble, ce moment de plaisir, sans réflexion. Je peux pas rentrer dans les détails de la disparition de ma cousine, mais ce que je peux vous dire, c'est que sa perte, ça a été un moment, une transition dans ma vie sur ma perception de ce que je vivais, de ce que j'avais vécu, de mon expérience et de ce que je devais en faire. Alors là, je vais vous raconter quelque chose pour les plus cartésiens, pour ceux qui sont vraiment très les pieds sur terre. Vous n'allez pas forcément comprendre cette partie-là, mais bon, au pire des cas, je ne force personne à croire ou à penser. Enfin voilà, libre à vous de penser ce que vous avez envie de penser et de croire ce que vous avez envie de croire. Ils ne le savent pas, j'ai dans ma famille beaucoup de personnes qui ont des capacités médiumniques. Donc j'ai un oncle qui était médium pendant très longtemps, mais qui a choisi d'arrêter. J'ai une grande tante qui fait le tarot. J'ai des cousines qui ont des capacités, j'ai moi-même des capacités depuis toujours que j'ai très longtemps refoulées. Voilà, j'ai pas voulu tourner mes vidéos autour de cet aspect-là parce que c'était pas l'objectif, mais cette partie de mon histoire est importante pour que vous puissiez comprendre vraiment là où je veux vous emmener, c'est-à-dire à réussir à être dans cette réalité. Qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent bel et bien. Donc ma cousine n'a pas tardé à... Voilà, ma cousine elle est décédée en 2020 à la naissance de ma fille. Et elle n'a pas tardé à me faire comprendre le but de mon existence ici sur cette terre. Et elle a su très bien le faire. Je vous expliquerai comment elle a fait parce que c'est dingue. Mais elle n'a pas tardé à me montrer une fois là-haut ce que moi je devais faire ici-bas. Et c'est exactement depuis son départ que j'ai su que tout ce que j'avais traversé avait forcément un sens, que tout ce que j'avais vécu, toute cette souffrance, toutes ces épreuves étaient là pour cette raison. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les personnes qui sont là sur votre chemin, tout a un sens et tout prend sens au fur et à mesure que vous avancez. Il faut juste être ouvert à ces choses-là, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, je le comprends, je le conçois, mais quand on y est réceptif, ouvert, il y a plein de choses qu'on peut voir qui sont magnifiques et surtout comprendre le réel sens des choses et c'est assez dingue quand on arrive à le percevoir. Et de nouveau, c'est revenu encore renforcer ma foi. Et cette foi dont je vous parle ne fait que se renforcer au fil des années, au fil de ce que je traverse, au fil de ce que je vis. Aujourd'hui, si je me permets de pouvoir en parler de façon comme ça, ouverte, c'est bien parce que j'y crois. Parce que si la vie est capable d'être aussi violente, aussi douloureuse en termes d'épreuves, elle doit aussi être capable d'être juste, réparatrice et pleine de sens. Je vous raconterai cette partie-là très bientôt. C'est une étape importante pour moi parce que c'est vraiment tout ce qui m'a menée à être ici avec vous, à ma place de coach et surtout de pouvoir témoigner de la grandeur et la puissance de Dieu et de tout ce qu'il fait pour vous même si vous ne le percevez pas encore. Pour que vous puissiez comprendre la suite, il faut comprendre ce chaos qui s'est joué à l'intérieur de moi. Et surtout cette foi que je n'ai pas pu expliquer autrement que par l'évidence. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vraiment j'ai réussi à me reconstruire. Je vous expliquerai brièvement aussi les quelques étapes qui ont continué à me briser et malgré tout qui ont fait partie de ce cheminement. Et je vous parlerai des personnes décevantes que j'ai rencontrées et aussi de la personne qui est venue soulever un véritable point d'interrogation justement sur ma foi. Une rencontre qui a un lien direct avec la personne avec laquelle je partage ma vie aujourd'hui,
alors qu'à l'époque, je n'en avais pas la moindre idée. Et c'est pour vous dire à quel point tout ça, c'est spirituel. Donc je vais vous raconter tout ça et le sens derrière toutes ces choses-là. Réalisez que rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. À très vite le monde.